Il y a une partie d'enquête où j'essaie de comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Tout d'un coup, ça bascule et on est dans le présent et je suis à la recherche de cet homme et je le trouve. Bonjour, je suis Sonia Kronlund, la réalisatrice du film L'homme aux 1000 visages qui a été sélectionné à My French Film Festival. Il s'attendait à ce que je sorte du métro, sauf que j'étais arrivée à pied et que je suis arrivée par là. Et puis voilà, il était en haut, il attendait là. Il est arrivé en premier. Oui. Et après, vous êtes allé par où? Par là, en fait. Je pense qu'on a remonté, on s'est baladé, on a marché, il faisait beau. On est remonté par là. Un jour, je suis à mon bureau et je reçois un coup de fil d'une jeune femme qui veut me raconter son histoire. Et elle m'explique qu'elle est enceinte de 5 mois d'un chirurgien brésilien et qu'elle vient de découvrir qu'il n'était pas chirurgien, qu'il n'était pas brésilien et qu'il avait 5 autres femmes en même temps et 5 autres identités. C'est comme ça que commence l'histoire. Et c'est aussi comme ça que commence l'aventure de ce film. Le sujet du film, c'est l'histoire d'un homme qui est un imposteur, qui arrive à avoir en même temps plusieurs identités différentes, c'est-à-dire il est parfois chirurgien, parfois photographe, parfois militaire, il a des nationalités différentes, il s'est inventé des noms, des prénoms. C'est l'histoire aussi d'un mythomane, mais c'est aussi l'histoire des femmes qui se trouvent confrontées à cette rencontre amoureuse. Et c'est aussi l'histoire du mirage amoureux, de pourquoi on a envie de croire, pourquoi on croit. C'est aussi un film, je dirais, plus sur le mensonge. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons de mentir? Est-ce qu'il y a des mauvaises raisons de mentir? Est-ce que ces femmes sont crédules? Ou est-ce que le type est très fort? Enfin voilà, c'est un film qui pose plein de questions de ce genre. Et en fait, un des moteurs principaux de mon travail, c'est vraiment la curiosité. Donc j'ai eu envie de rencontrer les autres femmes. C'est aussi de l'adversité. Ça s'est avéré très difficile pour plein de raisons. Il y a des femmes qui avaient envie de parler, d'autres qui voulaient pas parler. Et j'ai découvert plutôt en faisant le film les raisons personnelles pour lesquelles je me suis embarquée dans cette aventure qui a quand même duré 7 ans, que ça faisait écho à des histoires que j'avais pu vivre, mais aussi que le film et cette aventure, donc qui commence en 2017 où je rencontre cette femme et qui va jusqu'à la sortie du film en 2023, coïncide vraiment avec en 2017, le mouvement MeToo, et qu'on s'est emparé, elle, moi et le film, comme un objet qui vit un peu seul, de ce mouvement MeToo et qui nous a accompagnés. Il m'a dit quand même qu'il ne m'a jamais dit cette histoire, il n'a jamais raconté cette histoire parce qu'il avait honte. Il avait honte qu'il était adopté. Le genre de documentaire que je fais, le moment du tournage n'est pas celui qui prend le plus de temps, au contraire. Ce qui prend le plus de temps, c'est d'écrire un projet, de trouver des financements. C'est 1 an de montage, presque 6 mois de post-production. Le temps le plus long aussi, c'était de convaincre et de réussir à trouver les femmes pour qu'elles acceptent de témoigner. C'est vraiment ce que je voulais montrer, ce sont toutes des femmes qui sont extrêmement différentes. Il n'y a pas de point commun, il n'y a pas la bonne victime, il n'y a rien qui les désigne comme victimes. Et en fait, dans la manière dont j'ai travaillé avec elles, c'est pareil. Ça n'a pas été pareil avec aucune de ces femmes. Et certaines des femmes n'ont pas voulu effectivement montrer leur visage à l'écran. Et on a trouvé un dispositif assez différent. Il y en a une qui est interprétée par une non-professionnelle. Il y en a une autre qui est interprétée par une actrice, mais qu'elle a elle-même choisie et elle a un peu dirigé l'actrice. Il y a aussi des vraies victimes, mais il y a un système de brouillage. On ne peut pas savoir qui est une actrice, qui est une non-professionnelle et qui est la vraie fille. On peut dire que j'ai envisagé la fabrication du film comme une réparation ou comme un film qui effectivement était ouvert. Je pense que ça les a quand même aidés, les victimes, à mettre un point final au moins à cette histoire. Mais c'est quand même un film, donc ça répare pas. J'aide pas les femmes à le démasquer, mais j'ai fait une enquête. Je leur apporte un grand nombre d'éléments sur qui il est, sa biographie, d'où il vient, de quel milieu vient-il, quand est-ce qu'il a commencé. J'avais vraiment à cœur que ces femmes se retrouvent dans ce récit, qu'elles soient d'accord, qu'elles soient impliquées, en même temps tout en leur en demandant pas trop. Ktoś jakby do okna podszedł i tam przez firanę coś patrzył. No ale to wiesz, to świadczy o tym, że tam są przynajmniej 2 osoby. Faire un film,
en fait, ça m'a donné le truc le plus fort et le plus étonnant, c'est-à-dire, je pense, la dernière demi-heure du film qui est un vrai moment de cinéma vérité. Il y a une partie d'enquête où j'essaie de comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Tout d'un coup, ça bascule et on est dans le présent. Et je suis à la recherche de cet homme et je le trouve. Et là, si vous voulez, il n'y a pas de podcast et il n'y a pas de livre qui peut raconter la force que c'est de se trouver en temps réel, en live, devant un homme et de la voir devant soi en train de mentir. La force du cinéma, c'est de voir son corps, son regard, son visage. C'est le moment de documentaire vérité. Je ne savais pas du tout si je rencontrerais cet homme. Moi, j'ai une manière de travailler où je m'embarque dans des histoires extrêmement compliquées, extrêmement difficiles et parfois un peu dangereuses. Et en fait, je me laisse un peu embarquer et je ne peux plus reculer parce qu'il y a le film qui est là et qui est un peu plus fort que soi. Il faut finir le film, quoi. Et j'ai l'opportunité de rencontrer cet homme, je ne vais pas dire non. He's going to come. He's on his way. Roughly, this is the story. This is the team of freelancer, and you're interviewing many. You're a Polish crew. Yes. You're a Polish crew. And if anybody asks you a question, you just don't know. Au fond, c'est une fin que j'ai trouvée et qu'on a trouvée au montage. C'est pas une fin à laquelle j'ai pensé pendant qu'on était en train de la filmer, pas du tout. Le processus pour amener à cette décision, c'est du montage. J'ai essayé de mettre un peu d'humour ou d'ironie, à la fois sur moi-même et un petit peu d'ironie sur les autres dans le film. L'esprit de sérieux tout le temps, en fait, je peux pas. D'abord, je pense que c'est une politesse de mettre un peu d'humour dans ce qu'on fait. C'est une manière de s'adresser à un spectateur et de rendre parfois les choses un peu légères. J'ai pas eu de frustration de ne pas l'avoir confronté pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu'au moment où je rencontre, je pouvais pas moi être découverte. Et en fait, si je lui avais dit ce que je savais sur lui, il allait me découvrir. Et là, c'était une catastrophe. Il aurait appelé les femmes, il les aurait menacées. Et la deuxième chose, c'est qu'en travaillant sur ce genre d'imposteurs et de mythomanes, vous comprenez rapidement qu'ils ne disent jamais la vérité. Donc je l'aurais confronté et il aurait inventé un nouveau mensonge. C'est sûr, je n'ai aucun doute là-dessus. Et je trouve que c'était beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant de voir comment il s'en sortait dans le quotidien, quel plaisir il prenait à faire des petits mensonges alors qu'il en avait absolument pas besoin et que c'était absolument pas nécessaire, que c'était parfaitement gratuit. Il sait qu'il y a plein de gens qui vont le voir, qui savent que ce qu'il est en train de dire est faux, et ben il peut pas s'en empêcher. J'ai vu plusieurs psychiatres, plusieurs psychologues, etc. pour essayer de comprendre qui était cet homme et puis pour anticiper ses réactions à la sortie du film. Ce qu'il pouvait potentiellement faire aux femmes, les risques qu'on prenait. Les psychiatres que j'ai consultés m'ont dit que s'il n'avait jamais été violent, il ne le serait probablement pas. Son comportement et la mythomanie en général ne rentrent pas dans la classification psychiatrique traditionnelle qui s'appelle le DSM-2. En fait, c'est pas une maladie mentale répertoriée. C'est un cocktail personnalisé. C'est-à-dire que chaque imposteur ou mythomane, etc., a son propre cocktail de mélange de narcissisme, perversité. Il n'y a pas une description type, en fait. Vous imaginez bien que quand on vient porter plainte pour viol, on est à peine entendu, mais alors que vous arrivez dans un commissariat, vous dites « mon gars m'a menti, il n'est pas ce qu'il dit ce qu'il est ». Le mensonge n'est pas un délit. Et les escroqueries n'étaient pas suffisamment caractérisées pour donner lieu à des poursuites.